Bonjour, bienvenue à nouveau dans le cadre de ce troisième chapitre que nous avons intitulé Gestion budgétaire de la production. La première section, nous l'avons consacrée à l'étape de la prévision. La deuxième section sera donc bien entendu consacrée à la budgétisation de la production. Alors l'étape de budgétisation comporte deux étapes. La première étape, c'est la répartition de la production dans le temps. Alors dans le cas de la première section, nous avons établi un programme optimal de production, 200 unités du produit A, voilà, je reviens. 200 unités du produit A, 133 unités du produit B. Ça, c'est le programme annuel. C'est un programme annuel. Alors là, une fois obtenu le programme de production, eh bien, pour établir le budget, et le budget il est élaboré par période, un mois, un trimestre, un semestre, une année, le cas échéant. Alors là, est-ce qu'on va produire le premier mois les 200 unités du produit A et les 133 unités du produit B et on chôme le reste des années? Ce n'est pas du tout rationnel. Et donc, avant de mettre la main à la pâte pour budgétiser, pour valoriser le programme de production en termes de consommation de ressources, il faudrait résoudre un problème, c'est celui de la répartition du programme annuel dans le temps. Donc la première étape dans la budgétisation de la production consiste à répartir la production dans le temps sur tout le programme que nous avons fixé à partir d'un certain nombre de techniques de gestion de la production et qui consiste à optimiser un certain nombre de contraintes. Eh bien, quelle est la quantité à produire dans chaque période? Alors là encore, nous allons partir de l'hypothèse d'une production unique. Parce que l'étape de la répartition, l'échelonnement, je dirais la répartition de la production dans le temps, pose plus ou moins de difficultés selon le nombre de produits inscrits dans le budget, bien dans le programme de production. Nous allons commencer par le cas le plus simple, c'est une production unique, c'est-à-dire l'entreprise produit un seul produit. Alors lorsque le rythme des ventes sur l'année est irrégulier, eh bien la répartition de la production dans le temps soulève le problème de la politique de stockage. Nous avons dit que la production d'une année, 200 unités, 300 unités, etc., peut être réalisée sous plusieurs hypothèses, c'est-à-dire en empruntant plusieurs solutions. On peut répartir la production de façon équilibrée sur les périodes. Il s'agit de calculer un rythme de production à respecter sur toute la période, ou bien il s'agit de calculer le programme de production sur celui des ventes, quitte à avoir, je dirais, à faire face à un certain nombre de contraintes, ou bien il est possible de produire en grande quantité et de stocker en attendant les ventes. En tout cas, le problème du stockage s'impose ici et il doit avoir une solution. Alors nous allons illustrer ces difficultés à travers un exemple, comme d'habitude. Donc les prévisions de vente ci-dessous pour une entreprise se présentent comme suit. Alors, période, donc nous avons ici une année étalée sur 4 trimestres. Trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4. Alors les quantités à fabriquer sont les suivantes. Alors 1500 durant le premier trimestre, donc c'est en fonction des prévisions de vente, et il est demandé de produire 1500 pendant le premier trimestre. En fonction des prévisions de vente, il est demandé de produire 1500 unités durant le trimestre 2. Et en fonction des prévisions de vente, il est demandé de produire les 2000 unités durant le trimestre 3 pour qu'ils soient vendus le même trimestre. Le semestre 4, c'est 3000, d'où un total. Donc le programme ici annuel, il est égal à 8000 unités. Alors la fabrication d'une unité du produit nécessite, voici les contraintes techniques, 2 heures de travail sur un poste d'assemblage. Les produits sont assemblés sur un poste et l'assemblage nécessite 2 heures. Chaque poste d'assemblage a un coût fixe annuel de 100 000 dirhams. Chaque poste d'assemblage a un coût fixe annuel égal à 100 000 dirhams et une capacité de production de 500 heures par trimestre. Une capacité de production de 500 heures par trimestre. Le coût du stockage, si l'entreprise aura recours au stockage, il est de 1000 dirhams
pour une unité du produit sur toute l'année, c'est-à-dire c'est le stock moyen annuel multiplié par 1000 dirhams, puisque le coût du stockage par an est de 1000 dirhams. Voici donc un certain nombre de données relatives au programme de production que nous avons obtenu à partir du programme des ventes lui-même. Alors pour respecter ce programme des ventes, c'est-à-dire pour vendre les quantités 8000 étalées sur les 4 trimestres, 1500, 1500, 2000 et 3000, eh bien l'entreprise peut mobiliser deux politiques. Il peut mobiliser deux politiques. Quelles sont ces politiques? La première politique consiste à calquer le programme de production sur le programme des ventes. Calquer le programme de production sur le programme des ventes, c'est-à-dire chaque trimestre, la quantité à produire, c'est la quantité à vendre elle-même, de sorte que le stock serait égal à 0, et de cette façon, l'entreprise échapperait au coût du stockage. Deuxième politique qui peut être envisagée, eh bien, c'est de calculer un rythme moyen sur toute l'année, de fixer la capacité de façon régulière durant les différentes périodes au niveau de l'atelier assemblage, et donc de travailler avec une même cadence, ce qui rend la tâche moins difficile pour ceux qui vont veiller sur la gestion technique. Donc nous avons deux techniques de fabrication ici, soit un calqué, c'est-à-dire produire en fonction des ventes de chaque période, soit calculer une production moyenne à réaliser durant chaque trimestre. Donc nous avons une politique de production régulière dans le temps qui consiste à diviser les 8000 unités sur les 4 trimestres, qui donne 2000 unités à réaliser chaque trimestre. Et le premier trimestre donc permettrait de produire 2000 unités. Les 1500 seront vendus et nous aurons en stock 500, et ainsi de suite. Oui, la deuxième politique, celle de calquer le programme de production sur le programme des ventes, c'est-à-dire adapter le rythme de la production au rythme des ventes, ce qui permet donc d'avoir les productions différentes d'un trimestre à l'autre, mais d'avoir un stock égal à 0. Pour l'entreprise, l'objectif c'est de minimiser le coût du stockage et également de minimiser le coût annuel des postes de travail. Et un programme, une répartition optimale de la production dans le temps serait celle qui conduirait à supporter plutôt un coût annuel global lié au coût des postes d'assemblage, qui est un coût fixe, et au coût du stockage qui est variable en fonction des unités stockées. Et la meilleure manière de répartir la production dans le temps, c'est celle qui minimise le coût. Nous verrons successivement ce que permet d'avoir chacune des deux politiques possibles. Première donc, politique de production, c'est la production régulière dans le temps. Nous allons répartir les 8000 sur les 4 trimestres et de fixer la capacité de façon stable, je dirais, durant tous les trimestres. Alors, sous l'hypothèse de la production annuelle de 8000 unités réparties sur 4 trimestres, donc la quantité à produire par trimestre, c'est 8000 sur 4 égale à 2000 unités. Donc, nous allons fixer la capacité de production à 2000 unités par trimestre, et cette solution arrangerait le plus les responsables techniques parce qu'ils n'auront pas à faire varier la capacité, donc à régler la capacité des machines ou bien des postes d'assemblage à la fin de chaque trimestre. Le nombre de postes de travail nécessaires serait pour les 2000 unités serait de 2000 unités fois 2 heures, puisque chaque unité consomme 2 heures au niveau d'assemblage, divisé par 500 heures, c'est-à-dire la capacité d'un poste, la capacité annuelle d'un poste, ce qui donne donc 2 fois 2000 c'est 4000, divisé par 500 c'est 8 postes. Donc l'entreprise a besoin durant toute l'année de mobiliser 8 postes chaque trimestre, trimestre 1, ce qui permet de produire 2000, 8 postes dans le trimestre 2, ce qui permettrait de produire 2000, et ainsi de suite jusqu'au 4e trimestre. Alors, quelles sont les conséquences sur le stock? Donc là, cette politique, elle est facile et simple à mettre en œuvre du point de vue technique, puisqu'il s'agit de régler le débit de la production, c'est-à-dire de régler les machines sur une capacité trimestrielle de 2000 unités. Autant il pose des problèmes, et celui des problèmes au niveau du stockage, parce que durant le premier trimestre, on aurait produit 2000 unités,
mais ce que l'on peut vendre en fonction des prévisions de vente, c'est uniquement 1500, ce qui fait il faudrait mettre les 500 unités dans les stocks le premier trimestre et le deuxième, et attendre le troisième et le quatrième trimestre pour vendre ces stocks, ce qui fait que l'entreprise supporterait donc un coût de stockage. Alors s'il s'agit de chiffrer cette politique, eh bien nous aurons les éléments suivants. Donc en retenant les 4 trimestres, 1, 2, 3 et 4, alors le stock initial, puisque nous n'avons pas de stock dans les données, et donc on suppose que l'entreprise démarre le trimestre avec une quantité de stock égale à 0. Donc le stock initial le premier trimestre c'est 0. Les entrées, c'est-à-dire la production du premier trimestre, c'est 2000. C'est d'ailleurs 2000 durant les 4 trimestres, puisque nous avons opté pour une production régulière. Les ventes seront de 1500 durant le premier trimestre, en fonction, si l'on croit aux prévisions des ventes, on ne pourrait vendre que 1500, ce qui fait qu'on aura un stock final de combien? De 500, c'est-à-dire 2000 moins 1500, et c'est 500. Et le stock moyen que nous allons calculer en utilisant la formule stock moyen égale stock initial plus stock final sur 2, 2000, un stock initial 0 plus stock initial 0 plus le stock final 500 divisé par 2, et c'est 500 sur 2, c'est 250. Nous avons démarré le trimestre avec un stock égal à 0. Nous avons fini le trimestre plutôt avec 500 unités. C'est comme si nous avons en moyenne durant toute l'année 250 unités. Bien, c'est le stock moyen. D'accord. Donc le premier trimestre, on aurait fabriqué 200 unités du produit, on aurait vendu 1500, ce qui fait, à la fin du trimestre, on va laisser un stock de 500, et le stock moyen se dégage à partir du stock initial et du stock final, divisé par 2, c'est 250. Le deuxième trimestre, le stock final serait reporté au stock initial. Le stock final du trimestre 1 serait reporté au stock initial du trimestre 2, puisque le stock initial d'une période, c'est le stock hérité de la période précédente. Le stock initial d'une période, c'est le stock final hérité de la période précédente. Donc les 500 seront reportés au niveau du stock initial. La production, comme prévu, une production régulière 2000 unités. Les ventes seront 2500 comme prévu dans le cadre du programme des ventes, ce qui fait que le stock final serait de 1000 unités, c'est-à-dire 500 plus 2000, 2500 moins les ventes. Le stock final, c'est le stock initial plus les entrées, moins le stock, moins les sorties, et ça donne 1000. Un stock initial de 500, un stock final de 1000, et donc un stock moyen sur tout le trimestre de combien? De 750, c'est-à-dire 1500 et 1000, c'est 1500 divisé par 2, 750. Le stock final du trimestre 2 sera reporté au stock initial du trimestre 3, donc 1000 unités du produit, plus les 2000 fabriqués, moins les 2000 vendus, puisque les ventes du trimestre 3 c'est 2000, un stock, je dirais, final 2000, d'où un stock initial plus stock final divisé par 2, d'où un stock moyen de 1000. Le stock final du trimestre 3 sera le stock initial du trimestre 4. Nous aurons donc 1000 au début du trimestre 4, plus les 2000 fabriqués, moins les 3000, d'où un stock égal à 0, un stock final. Et de cette façon, les 8000 fabriqués durant les 4 trimestres seront vendus, mais après le 4e trimestre, c'est-à-dire à la fin de l'année, et le stock moyen serait ici de 500. Voici l'état des stocks pour l'entreprise si elle opte une politique régulière de la production, c'est-à-dire il va produire la même quantité chaque trimestre. Je précise encore une fois que cette technique qui consiste à fixer la capacité de production des ateliers arrangerait le plus, je dirais, les responsables techniques, mais il doit poser quelques difficultés pour les responsables du stock, parce qu'à chaque fois, il faudrait préparer le local, l'endroit, l'emplacement pour stocker les produits, et le stock donc il est là, et nécessite donc le suivi, l'entretien, et ainsi de suite. Alors le stock moyen sur l'année avec les différents stocks moyens obtenus sur chaque trimestre se calcule par la somme divisée par 4. Donc 250 plus 750 plus 1000 plus 500, ce qui donne donc un total que vous allez diviser par 4, le nombre de trimestres, et le stock moyen sur l'année serait de 625 unités. 625 unités
c'est le nombre d'unités de produits stockés durant toute l'année. Chaque unité stockée supporte un coût de 1000 dirhams. Et donc, il est possible de calculer le coût total de cette politique. Ce coût total serait constitué du coût fixe lié au poste d'assemblage et au coût du stockage que nous allons calculer sur la base du stock moyen. Donc, le coût des postes de travail, nous avons besoin de 8 postes. Chaque poste coûte en termes de coût fixe 100 000. Donc, le coût des postes de travail il serait de 800 000. Le coût de stockage, c'est 125 fois 1000 dirhams par unité, c'est 125 000, donc un coût total de 1 425 000. Voici le coût de cette politique de stockage. Et l'entreprise, elle est là pour optimiser. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de meilleure solution. Il y a une solution et une autre. Une solution est meilleure lorsque elle génère, je dirais, un coût le plus faible, puisque l'objectif de l'entreprise est avant tout l'efficience et donc l'économie des ressources. Deuxième méthode de répartir la production, c'est-à-dire une politique de production, c'est celle qui consiste à adapter le rythme de la production au rythme des ventes. Une manière de calquer le programme de production sur le programme des ventes, c'est-à-dire produire ce qui est, ce qu'on peut vendre durant le trimestre. Et donc la quantité à produire par trimestre serait elle-même la quantité à vendre. La quantité à produire, on ne la calcule pas, il est fixé dans le cadre du programme des ventes, 1500, 1500, 2000 et 3000. Le nombre de postes nécessaires pour, je dirais, pouvoir honorer le programme des ventes, eh bien nous allons calculer la capacité sur la quantité la plus élevée, c'est-à-dire sur les 3000, les 3000 du trimestre 4. Donc on doit mobiliser dès le trimestre 1 un certain nombre de postes de travail. Les postes de travail que nous allons mobiliser, nous sommes dans la gestion à court terme, il n'est pas question de faire varier par la suite. On ne va pas se dire, nous allons utiliser 6 postes par exemple pour le trimestre 1, 6 pour 2, 8 pour le trimestre 3 et 12 pour le trimestre 4. Ce n'est pas possible parce que l'augmentation du nombre de postes d'assemblage relève de la décision d'investissement, c'est l'augmentation de capacité de production, et cette décision, c'est une décision à long terme que l'entreprise ne peut pas, je dirais, prendre tout de suite. Et donc, il s'agit de fixer le nombre de postes à la taille de la capacité ou bien des besoins de production durant le trimestre 4, là où la production est élevée. Donc, le nombre de postes nécessaires serait de 3000 unités. Cette capacité, ce nombre de postes, il est calculé pour le trimestre 4. Donc 3000 unités fois 2 heures divisé par 500, c'est 12 postes d'assemblage au lieu de 8 pour la première politique. Nous allons chiffrer les conséquences de cette politique. Alors nous avons trimestre 1 jusqu'à 4, la production, les entrées, donc c'est 1500, c'est ce que nous allons vendre, 1500 trimestre 2, c'est ce que nous allons vendre, 2000 trimestre 3, c'est ce que nous allons vendre, et 3000 du trimestre 4, c'est ce que nous allons vendre effectivement. Alors les sorties, donc 1500, 1500, 2000 et 3000, ce qui fait que le stock final est égal à 0, tout de même que le stock final. Le stock initial, il est égal à 0 et le stock final serait donc de 0 et le stock moyen serait égal à 0. Et avec cette politique de fabrication, l'entreprise fabrique ce qui est déjà vendu, donc il n'y a pas de stock. Il n'y a pas de stock, ce que nous appelons entre guillemets une production juste à temps, c'est-à-dire on produit ce qui est déjà vendu et donc on n'aura ni stock initial ni stock final. Quelles sont les conséquences en termes de coût? Alors le coût total de cette politique, puisque le coût de stockage il est égal à 0, l'entreprise ne supporterait que le coût fixe lié au poste de travail. Donc le coût des postes de travail c'est 12 fois 100 000, c'est 1 200 000. Le coût du stockage c'est 0. Le coût total de cette politique serait donc de 1 200 000, largement inférieur au coût de la première solution. Et donc il apparaît que cette deuxième solution, celle qui consiste à adapter le rythme de la production au rythme de la vente, paraît donc moins coûteuse que la première, puisqu'il va générer pour l'entreprise un coût de 1 200 000, je dirais 1 200 000, au lieu de 1 million, voilà, au lieu de 1 million 425, voilà, au lieu de 1 425 000. Donc cette deuxième politique, elle est plus avantageuse pour l'entreprise, puisque le critère ici, c'est, je dirais, le coût du stockage.
La deuxième hypothèse que nous allons essayer d'évoquer sans pour autant apporter une solution à la question, c'est le cas de la production multiple, c'est-à-dire que l'entreprise fabrique 2 ou plusieurs produits et non pas, je dirais, un seul. Alors là, la difficulté devient de plus en plus importante et pour l'entreprise, il s'agit d'affecter successivement sa capacité de production à différents produits et donc il est appelé à déterminer ce qu'on appelle la taille optimale des lots de fabrication. Il est appelé à déterminer ce qu'on appelle la taille optimale des lots de fabrication. Il existe la littérature relate un certain nombre de tentatives de résolution de ce problème. Le modèle de Wilson, il est certes plus classique, plus ancien, mais il est encore, je dirais, d'une importance élevée. Donc, je vous renvoie au 4e chapitre au niveau de la gestion des approvisionnements, là où nous allons découvrir le modèle de Wilson qui permet de déterminer la taille optimale des lots à commander et la même chose à fabriquer. Et donc, je vous renvoie au chapitre 4 pour découvrir le modèle de Wilson. J'espère, Inch'Allah, à aboutir au 4e chapitre. Je ferai de mon mieux pour que donc, le programme soit donc, traité dans sa globalité et comme ça, vous aurez une idée sur les différentes questions. Le deuxième paragraphe qui s'inscrit dans la deuxième section, c'est-à-dire la deuxième étape après avoir réparti la production dans le temps, eh bien, c'est la valorisation de la production. La valorisation de la production consiste à calculer les coûts préétablis parce que si le budget des ventes, c'est un budget à la fois des quantités, des prix et donc du chiffre d'affaires et des charges de distribution, le budget de production, c'est essentiellement et exclusivement un budget de charges, les charges directes et les charges indirectes. Alors une fois le programme de production établi, une fois le programme est réparti sur toute l'année, les différentes périodes, eh bien nous devons valoriser le budget de production et cette valorisation consiste à multiplier les quantités par les prix unitaires de chaque ressource à utiliser, ce qui nécessite le calcul des coûts préétablis, à la fois pour les matières premières à utiliser, les composants, à la fois pour la main-d'œuvre et les charges indirectes des centres d'analyse. Et là, nous serons donc dans le premier chapitre, au niveau de la première section, l'élaboration des coûts préétablis pour les matières, pour la main-d'œuvre, c'est-à-dire les charges directes, et pour les charges d'essence, c'est-à-dire les charges indirectes. Donc l'élaboration des standards, des coûts préétablis en des coûts standards, nécessite l'établissement des standards économiques et des standards techniques, les standards techniques liés aux quantités et les standards économiques liés aux prix unitaires à utiliser pour valoriser les consommations au niveau des quantités. Et je vous renvoie donc au premier chapitre, la première section. Donc j'ai dit au niveau de l'introduction de ce chapitre 3 que le chapitre 1 que nous avons consacré au coût préétabli, il peut être versé, d'accord, peut être versé dans le chapitre 2, sauf que vous aurez un chapitre trop lourd et il serait difficile donc à assimiler. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue pédagogique, nous avons jugé pertinent et important de séparer les deux chapitres. Vous avez le chapitre 1 qui porte sur le calcul des coûts préétablis et leur analyse, et au niveau du budget, puisque tout budget, que ce soit de production, de vente ou d'approvisionnement, nécessite des standards, des normes de référence. Et donc c'est à ce niveau-là que nous aurons besoin. Et donc nous allons utiliser le chapitre, ce que nous avons découvert au niveau du premier chapitre. Donc la valorisation de la production porte sur le calcul des coûts préétablis. Alors nous avons le programme de production, juste pour vous orienter et vous montrer comment puiser du chapitre 1 pour nourrir le chapitre 2. Nous avons le programme de production, par exemple, de 10 000 unités. Nous allons faire appel, pour élaborer le budget de production, nous allons faire appel à la fiche du coût standard du produit. Nous allons faire appel à la fiche du coût standard du produit, l'aboutissement de tout le travail que nous avons consacré au coût préétabli. Alors voici un exemple, un produit P qui consomme la matière première M1, la matière première M2, la main-d'œuvre directe il est une seule, il est unique, et les charges indirectes au niveau d'un centre. Alors la quantité ici, c'est des quantités standards établies à partir d'une étude technique. Et les prix unitaires, c'est des standards, je dirais, de prix ou bien des standards économiques obtenus sur la base d'une étude, je dirais, économique. Et le montant ici, c'est la valeur, c'est-à-dire la quantité fois le prix. Donc chaque unité du produit P consomme 0,25
kg de matière M1 à 17 dirhams, donc un coût standard de 4,25. La matière M2 consomme 0,5 la matière M2 plutôt est consommée à raison de 0,5 kg ou 0,5 unités fois le 20 dirhams l'unité ou le kilo et donc un coût de 10. La main d'œuvre 0,25 heures à 30 dirhams l'heure, 7 dirhams 50. Les charges indirectes 0,25 unités d'heure, peut-être soit donc heure machine, heure main d'œuvre, ça dépend de l'unité d'œuvre retenue, fois le coût de l'unité d'œuvre standard 48, donc 12 dirhams, d'où le coût unitaire standard pour le produit tel que prévu dans le cadre de cette fiche, il est de 33,75. Alors pour établir le budget de production pour 10 000 unités, il suffit de multiplier les quantités unitaires par les quantités unitaires à consommer par ressource par la quantité à produire 10 000. Et donc le budget standard pour la production de 10 000 pour ce programme-là, ou bien un budget flexible, ça dépend. Et donc il se présente comme suit. La matière M1, 2500 unités fois 17, donc 42 500. Comment on a obtenu 2500? Eh bien c'est 0,25 la quantité standard par unité du produit, 10 multiplié par 10 000. Et vous avez donc le même raisonnement. 0,5 M2 fois 10 000 c'est 5 000. 0,25 main d'œuvre fois 10 000 c'est 2500 heures. 0,25 unité d'œuvre fois 10 000 c'est 2500. Les prix unitaires sont les mêmes. Le coût standard il est le même unitaire. Et le budget de production finalement il est de 337 000 dirhams 500. Et donc vous avez le budget de production. Il est valorisé à partir du programme de production que nous avons considéré comme étant un programme optimal, 10 000. Pour obtenir les 10 000, il fallait passer par l'étape de prévision. Et pour valoriser le programme de production, nous avons besoin de la fiche de coût standard. Et de cette façon, la valorisation du budget de production nécessite l'élaboration des coûts préétablis pour le produit, c'est-à-dire parcourir différentes étapes, établissement des standards techniques, établissement des standards économiques, ce que vous avez regroupé dans la fiche de coût standard, et vous allez alimenter, c'est-à-dire nourrir le budget de production en utilisant à la fois les quantités unitaires standards et le programme de production prévu de réaliser. J'espère donc qu'avec cette liaison entre la fiche de coût standard et le programme, vous avez compris comment on établit, un budget de production. Je rappelle que le budget de production, il est exclusivement un budget des charges. C'est un budget des charges, à la fois des charges directes et des charges indirectes. Alors le budget de production peut prendre plusieurs formes, ça dépend de l'architecture au design, du design adopté par l'entreprise. Voici un exemple du budget de production. Nous avons le volume de production ici pour chacune des périodes. Produit A, période 1, 2, 3 jusqu'à N, et le total. Produit B, les quantités. Le coût des matières premières pour les différentes matières. Le coût de personnel de production, les autres charges directes. Les charges totales des charges directes, le premier sous-total. Coût de personnel de structure, les charges indirectes. Charges de structure de production, les charges indirectes fixes. Total des charges de structure. Et vous avez le total, le coût total de production. Sinon, vous pouvez retenir l'architecture telle que vous l'avez développée au niveau des travaux dirigés, c'est-à-dire le budget il est établi en respectant la dichotomie, la classification, charges directes et charges indirectes. Les charges directes sont les charges de matière et de main-d'œuvre, c'est-à-dire celles qu'on peut lier sans confusion à un produit, et les charges indirectes, ce sont les charges communes à tous les produits. Ils peuvent être variables comme ils peuvent être fixes. Donc, vous avez établi un programme de production, vous l'avez valorisé après avoir réparti la production dans le temps. Et bien, la troisième étape qui sanctionne la gestion budgétaire, c'est le contrôle de la production qui consiste à calculer les écarts. Alors, quel est l'objectif du contrôle budgétaire de la production? Alors là, nous avons dit que l'absence du contrôle ne vous donne pas la garantie d'avoir atteint les objectifs fixés. Par contre, l'existence d'un contrôle vous rassure de l'atteinte des objectifs, et donc on a besoin par la suite, après avoir fixé un objectif faisable, après avoir mobilisé tous les moyens qu'il faut pour atteindre cet objectif, nous avons besoin d'une assurance, d'une vérification à la fin de la période, et cette vérification consiste à mettre en évidence les écarts entre ce que nous avons réellement réalisé et ce que nous avons prévu.
Donc le calcul du contrôle budgétaire vise à mettre en évidence les écarts, c'est-à-dire la différence entre la production réelle et la production prévue, et ces écarts-là seront calculés comme nous l'avons vu en détail au niveau du premier chapitre, ressource par ressource ou bien élément de coût par élément de coût, pour que le contrôle ait plus d'importance et de pertinence. Donc les services de production, ils ont l'obligation de suivre les consommations des différents éléments du coût. Les services techniques, ils ont l'obligation, c'est-à-dire ils sont tenus de suivre les consommations des différents éléments de coût et doivent veiller sur le respect des rendements standards des ressources, les rendements pour la matière, les rendements pour la main-d'œuvre, les rendements au niveau du centre. Tous ces éléments-là, nous les avons découverts au niveau de, je dirais, du chapitre 1. Ainsi, l'écart sur coût de production, il est analysé au niveau de chaque élément de coût, c'est-à-dire au niveau de la matière, au niveau de la main-d'œuvre et au niveau des charges indirectes, comme nous avons l'habitude de le faire au niveau du premier chapitre. Donc là encore, la deuxième section du chapitre 1 qui avait porté sur le calcul et l'analyse des écarts trouverait bel et bien sa place dans la troisième section du chapitre 3, parce que le contrôle des ventes, de la production plutôt, le contrôle de la production, c'est le contrôle des coûts. C'est l'analyse des écarts sur les coûts, à la fois directs et indirects. Et je vous renvoie plutôt au chapitre 1, la deuxième section. Et donc, de cette façon, vous avez constaté que la première section du chapitre 1, elle est à inscrire dans le deuxième paragraphe de la section du chapitre 3 pour valoriser le programme de production, parce que la valorisation du programme de production nécessite un travail préalable, c'est celui de l'établissement des standards à la fois de quantité et de prix unitaire, c'est-à-dire les coûts standards ou bien les coûts préétablis, et le contrôle de la production, c'est-à-dire la troisième section, nécessite le calcul des écarts, et le calcul des écarts ainsi que leur analyse, nous les avons vus en détail au niveau du premier chapitre, et de cette façon, je rejoins ce que j'avais énoncé au niveau de l'introduction de ce présent chapitre, chapitre 3, le chapitre 1 et le chapitre 3, je dirais, se complètent, puisqu'ils portent sur les coûts, le calcul et l'analyse des coûts préétablis, une étape préalable à tout travail de budgétisation. Sauf que nous avons voulu rendre les chapitres plus légers pour ne pas leur dire le texte et vous donner sur le plan au moins pédagogique une certaine orientation. J'espère que vous avez acquis au niveau du premier chapitre la démarche pour élaborer les coûts préétablis. Une fois les coûts préétablis bien établis et bien élaborés, eh bien, il faut attendre le moment de leur utilisation. C'est une boîte à outils, le premier chapitre, c'est une boîte à outils qui vous permet de nourrir et d'alimenter les différents budgets que nous avons prévus dans le cadre à la fois du premier, du deuxième chapitre, du troisième et du quatrième. Sur cela donc, j'arrive à la fin du chapitre 3 qui a porté sur la gestion budgétaire de la production. Une fois établi le budget de production, eh bien, il faudrait prévoir le budget des approvisionnements, puisque les approvisionnements conditionnent la réalisation du programme de production, d'où l'importance des approvisionnements. C'est ce que nous allons découvrir, Inch'Allah, au niveau du quatrième chapitre. Sur cela, je tiens, comme d'habitude, à vous remercier pour votre attention et pour l'intérêt que vous allez porter à ce chapitre. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation, et je vous donne rendez-vous la séance prochaine pour entamer le chapitre 4 qui porte sur la gestion budgétaire des approvisionnements. Je vous remercie et je vous souhaite bonne journée.